En Europe, il y avait de nombreux chevaliers médiévaux dont la compétence et le courage leur ont valu le respect de leurs contemporains. Certains étaient chevaleresques et adhéraient à un code d'honneur. D'autres étaient impitoyables et utilisaient tous les moyens disponibles pour défendre leur monarque, leur religion ou leur terre. Mais qui étaient donc ces hommes guerriers? Remontons maintenant le temps et examinons les exploits de certains des protecteurs médiévaux qui ont laissé leur marque dans l'histoire. Né en 1146 ou 7, William était le plus jeune fils de John Marshall, un noble mineur. Né en 1146 ou 7, William était le plus jeune fils de John Marshall, un noble mineur. Quand le roi Stephen a pris le trône anglais en 1135, John l'a soutenu, mais a changé de camp 4 ans plus tard pour aider l'impératrice Mathilda avec sa revendication pour la succession. Stephen a assiégé le château de Newbury en 1152, alors que William n'avait que 6 ans. Stephen a pris le garçon en otage pour s'assurer que John se rendrait. Mais même après avoir menacé de pendre l'enfant, John a refusé de céder, disant, je cite, « J'ai encore le marteau et l'enclume avec lesquels forger encore plus et de meilleurs fils. » William a été libéré des mois après la fin de la guerre civile, réalisant que la seule personne sur laquelle il pouvait compter était lui-même. À l'âge de 12 ans, William a été envoyé en France pour être formé en tant que chevalier. Il a appris l'art du joute de tournoi, remportant plus de 500 combats et a servi dans la maison de la reine Éléonore d'Aquitaine, où sa réputation de chevalerie a grandi. En 1170, le roi Henri II d'Angleterre a nommé William tuteur d'armes à son fils Henri le jeune roi. Lorsque le garçon s'est retourné contre son père, puis plus tard contre son frère Richard Cœur de Lion, William est resté neutre pendant les querelles familiales des Plantagenêtes et a essayé de maintenir ensemble les parents en guerre. Alors que le jeune Henri était sur son lit de mort, il a demandé à William de prendre la croix et d'entreprendre une croisade à Jérusalem. William a passé 2 ans en Terre Sainte et a juré de rejoindre les Templiers. En 1189, Richard était roi et William a été fait lord protecteur 1 an plus tard, lorsque Richard est parti en croisade. En 1215, William a aidé à négocier les termes de la Magna Carta, qui était essentiellement un traité de paix entre le roi Jean et un groupe de barons rebelles. Puis, il a de nouveau été nommé roi de facto en 1216 lorsque le roi Jean est mort et que son fils Henri III n'était encore qu'un nourrisson. Servant 5 rois, William est décédé calmement à 72 ans en 1219 et a été inhumé à la Temple Church, Londres. Il a vécu une vie réussie en tant que guerrier, jouteur, gardien de la paix et roi par intérim. Il n'est pas étonnant qu'il ait été l'inspiration pour Sir Lancelot dans les légendes arthuriennes. Il a été décrit par le cardinal anglais du XIIIe siècle, Stephen Langer, comme le meilleur chevalier qui ait jamais vécu. Władysław X, 48, est devenu roi de Pologne à l'âge de seulement 10 ans après la mort de son père, Władysław II, dans la 48e année de son règne. Le jeune roi était entouré d'un groupe de conseillers qui comprenait le puissant cardinal Olesnicki, qui avait son propre agenda et voulait continuer à profiter de son statut élevé à la cour. Une conspiration a commencé parmi les nobles polonais pour détrôner le jeune roi et placer Frédéric de Brandebourg à sa place. Il était fiancé à la princesse Hedwig, demi-sœur de Władysław, qui croyait avoir une prétention au trône. Le plan s'est effondré avec la mort d'Hedwige, soupçonnée d'être empoisonnée par la reine Sofia, mère de Władysław. En 1440, à 16 ans, Władysław fut proposé pour la couronne de Hongrie suite à la mort du roi Albert II sans héritier. Accepter signifierait que Władysław serait placé dans une position précaire car la veuve d'Albert, Élisabeth, voulait garder le trône pour son enfant encore à naître. Une partie de la noblesse polonaise était en désaccord avec le règne de Władysław sur 2 pays, et la Hongrie était menacée par l'Empire ottoman. Néanmoins, Władysław a commencé une guerre civile de 2 ans avec Élisabeth, qui l'a finalement vu prendre le trône hongrois, avec l'aide du pape Eugène IV. Pour ce soutien, Władysław avait promis d'organiser une croisade anti-musulmane et était maintenant animé d'une passion pour défendre le christianisme contre les infidèles. Il avait été élevé en tant que chrétien pieux et avait probablement été encouragé par le succès de Jean Hunyadi et la longue campagne des chevaliers hongrois contre les Turcs. En 1444, Władysław a poursuivi une nouvelle campagne contre les Ottomans. Avec Hunyadi à la tête de son armée multiethnique, Władysław est arrivé à Varna sur les rives de la mer Noire en Bulgarie. Une flotte vénitienne était censée les y rencontrer, mais elle n'est pas arrivée, et cela a laissé les 20 000 croisés bloqués près de l'énorme armée ottomane de 60 000 hommes. Malgré le fait que l'armée ottomane comptait 3 fois plus d'hommes et était dirigée par le sultan Murad II, il y a eu des moments où il semblait que les croisés pourraient gagner. Puis Władysław, avec 500 de ses chevaliers polonais,
a chargé courageusement mais imprudemment le centre ottoman. Le cheval de Vladislav a été blessé et le roi a été décapité à seulement 20 ans par un mercenaire ottoman. Hunyadi, tentant de récupérer le corps de Vladislav et d'organiser une retraite, a eu de la chance de s'échapper en vie. Les croisés ont subi des milliers de pertes. Le corps et la tête du roi Vladislav n'ont jamais été retrouvés, mais il est toujours admiré pour son courage et un monument se dresse près de l'endroit où il est mort. Le Black Douglas Sir James Douglas était un seigneur écossais. Son père, Sir William, avait été un fidèle soutien de William Wallace au début du XIIIe, XIVe, qui a eu lieu à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle. Né vers 1286, Douglas a rejoint Robert le Bruce, roi des Écossais, dans sa lutte contre Édouard II d'Angleterre et a aidé à maintenir l'ennemi au sud pour que Bruce puisse faire campagne au nord. Avec l'un de ses raids, il est facile de voir comment il a obtenu sa redoutable réputation de cruauté et son surnom, le Noir. Les forces anglaises avaient occupé son domicile ancestral du château de Douglas. Le dimanche des rameaux 1308, Douglas a infiltré la région de Selkirk avec une petite troupe en utilisant la forêt comme couverture. Ils se sont cachés sous la garnison anglaise partie pour l'église, puis les ont embusqués alors qu'ils partaient. Douglas et ses hommes ont emmené leurs prisonniers dans la cave où ils ont été décapités. Après avoir fait éclater les tonneaux de vin, les corps ont été empilés dessus et incendiés. Avant de quitter le château, Douglas a ordonné que les puits soient empoisonnés avec les carcasses de chevaux morts et du sel. Cet événement est devenu légendaire et a été connu sous le nom de garde-manger de Douglas. À une autre occasion, Douglas a utilisé la ruse pour capturer le château de Roxburgh en 1313 en déguisant ses hommes en bœufs, après quoi le roi anglais l'a décrit comme rusé et brillant. Douglas a combattu aux côtés de Robert le Bruce lors de la bataille de Bannockburn, où ils ont remporté une victoire décisive et ont continué ses raids à travers la frontière écossaise en Angleterre, où il était très craint. Geoffroy de Charnay. Charnay est né dans la petite noblesse française vers l'année 1306. La guerre de 100 ans, qui a duré 116 ans, a commencé en 1337. Et c'est alors que Chagny a commencé son ascension à travers l'armée française, qui a duré 116 ans, a commencé en 1337, et c'est alors que Chagny a commencé son ascension à travers l'armée française. Il a dirigé une charge de cavalerie à Moor Lakes, capturé par les Anglais et retenu pour rançon. En tant que croisé, il a été condamné pour sa bravoure par le pape Clément VI. En 1351, il a aidé à établir l'Ordre de l'Étoile, une compagnie chevaleresque d'élite, et a été chargé par le roi français Philippe VI d'écrire un ensemble d'œuvres sur l'art d'être un chevalier. Le livre de chevalerie du chevalier est depuis devenu une précieuse source historique sur le sacrifice de soi et l'honneur nécessaire pour être un chevalier accompli. Après avoir participé à l'expédition de croisade à Smyrne en 1344, Charny a reçu l'honneur de conseiller royal et porteur de l'étendard sacré de bataille, l'oriflamme. Porter l'étendard royal dans la bataille était un travail dangereux et s'est avéré être la perte de Chagny, car il a été tué à la 1356. Charnay était un homme pieux et est enregistré comme étant la première personne à prendre possession du suaire de Turin, qu'il a peut-être acquis lors de la croisade. Le chroniqueur Gilles Lemuset a écrit de lui, je cite, « Un soldat vigoureux, expert en armement, et très renommé à la fois à l'étranger et ici. Il a participé à de nombreuses guerres et à de nombreux conflits mortels, se comportant dans tous avec probité et noblesse. » L'historien de cour Jean Froissart a dit qu'il était le plus digne et le plus vaillant de tous. Henry Percy, Harry Hotspur. Comme beaucoup de ses pairs, Harry Percy a commencé sa carrière de chevalier très jeune. Il n'avait que 13 ans quand il a été fait chevalier et participait déjà à des batailles à l'âge de 14 ans. Né dans le nord de l'Angleterre, il est issu de la puissante famille Percy, comte de Northumberland et défenseur inébranlable de l'Angleterre depuis leur demeure à la frontière écossaise. Percy n'avait que 20 ans lorsqu'il a été nommé gardien de la Marche de l'Est en 1384 et a voyagé avec le roi Richard II lors de son expédition en Écosse un an plus tard. Là-bas, en raison de sa rapidité d'avance et de sa volonté d'attaquer, les Écossais lui ont donné le nom de Hotspur. À 22 ans, il a mené des raids en Picardie, en France, pour renforcer la garnison anglaise à Calais. À seulement 24 ans, il a été fait chevalier de la Jarretière pour ses services et lieutenant du duché d'Aquitaine à l'âge de 30 ans. Malgré les dons et nominations royaux reçus, la famille Percy a choisi de soutenir la rébellion de Henry Bolingbroke contre Richard II. Lorsque Richard a été déposé avec succès et que Bolingbroke est devenu le roi Henri IV, Harry Percy et sa famille ont été généreusement récompensés et Harry a été nommé lieutenant royal du pays de Galles. Ne restant jamais inactif longtemps et avec plusieurs griefs contre le nouveau roi,
la famille Percy s'est à nouveau rebellée en 1403 et Harry a été tué à la bataille de Shrewsbury. Il avait 39 ans. On dit que le roi Henri a pleuré lorsque le corps de Harry Percy lui a été apporté après la bataille. Götz von Berlichingen. Gottfried von Berlichingen est né dans la noblesse allemande vers 1480. Il a commencé son service militaire pour Frédéric Ier margrave de Brandebourg, Ansbach, en 1497, à seulement 17 ans. L'année suivante, il a lutté pour l'empereur romain germanique Maximilien Ier en France, en Brabant, et pendant la guerre de Souabe en 1499. C'est pendant cette guerre que Berlichingen a été invité à se rendre par un général souabe et a fait la célèbre réponse, qui se traduit par une phrase qui est devenue connue sous le nom de Salut Souabe en son honneur. D'ici 1500, il avait formé un groupe de mercenaires et travaillé pour une succession de margraves, barons et ducs. Pendant la guerre de succession de Landshut, en 1504, Berlichingen et ses mercenaires ont combattu pour Albert IV, duc de Bavière. Un tir de canon a touché l'épée de Berlichingen et l'a enfoncé profondément dans son bras. Sa main et son poignet ont dû être amputés. Déterminé à ce que la blessure ne nuise pas à sa carrière de combattant, il a commandé à un forgeron local de fabriquer une main prothétique en fer capable de tenir une épée. Il est devenu connu sous le nom de Götz à la main de fer et a continué à se battre dans diverses campagnes militaires, y compris la guerre des paysans allemands. Malgré son handicap, Berlichingen a combattu dans de nombreux conflits. Au moins 15 ont été menés en son propre nom, et d'autres étaient pour aider ses amis dans des villes telles que Cologne, Ulm et Augsbourg. L'un d'eux était même contre l'évêque de Bamberg. Berlichingen a laissé une autobiographie dans laquelle il a relaté ses exploits pendant une longue carrière militaire qui a duré 47 ans.